Bienvenue à tous pour cette première compétition de ma thèse en 180 secondes, édition Manitoba. Je suis ravi d'être ici dans les studios d'enregistrement et sur la chaîne YouTube de l'Université du Manitoba pour animer ce premier concours annuel. Je m'appelle Jean-Éric Guillat, je suis professeur agrégé au département d'immunologie et de médecine interne de la faculté Rady des sciences de la vie et je suis aussi le consul honoraire de France à Winnipeg. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que les campus de l'Université du Manitoba sont situés sur les terres d'origine des Anishinaabe, des Cree, des Aussie Cree, des Dakota, des Dene, ainsi que sur la terre natale de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires, nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé, et nous nous consacrons à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Alors merci à vous tous de nous avoir rejoints en ligne ce soir. Alors bien évidemment, ce n'était pas la façon dont nous avions prévu de réaliser cet événement, car cet événement devait se réaliser en direct, en public et dans les locaux de l'Université de Saint-Boniface. Mais la crise étant, il nous a fallu repenser le programme et créer une version virtuelle. Et il est probable que ce nouveau format permettra peut-être à un plus grand nombre de parents, d'amis, d'élèves à Winnipeg et d'ailleurs de se joindre à nous et de témoigner leur vif soutien à nos candidats. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, ce concours s'inspire de 3 Minute Thesis qui a été conçu à l'Université du Queensland en Australie en 2008 et qui a pour but de donner l'opportunité aux étudiants gradués de présenter leurs travaux de thèse en langage simplifié. Alors, le concept a été repris en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir, qui a souhaité étendre le projet à l'ensemble des pays de la francophonie. Cette compétition provinciale s'inscrit donc dans le cadre du concours national, dont la finale nationale aura lieu le 19 novembre 2020. Cette finale regroupera les représentants d'une quinzaine d'universités canadiennes, dont le premier doctorant classé du Manitoba. Et certains de ces lauréats récompensés par le jury à l'occasion de cette finale nationale seront invités à participer à la finale internationale. Alors avant de vous présenter les règles de la compétition ainsi que les membres du jury, je voudrais remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative ici au Manitoba, l'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface et l'ACFA Manitoba, l'Alliance française, le journal La Liberté, le théâtre Cercle Molière, Radio-Canada ici Manitoba, le secrétariat aux affaires francophones de Québec, l'ambassade de France au Canada, le consulat honoraire de France à Winnipeg et bien sûr au niveau national, l'ACFA et Hydro-Québec. Merci vraiment à vous de soutenir la nouvelle génération de chercheurs francophones qui sont présents ici dans notre province du Manitoba. Alors, comment va se dérouler la compétition? Eh bien, c'est tout simple. Chaque challenger va avoir à sa disposition une seule et unique diapositive et surtout 180 secondes pour expliquer de manière simplifiée ses travaux de thèse. Pas une seconde de plus, sans quoi le candidat sera automatiquement disqualifié. Alors, ce que vous ne voyez pas et qui se trouve en bas, devant, c'est le chronomètre sur lequel les candidats vont voir passer les secondes. Et pendant que chaque candidat fera sa présentation, les juges prendront des notes sur la qualité de l'orateur, sur ses capacités de vulgarisation, ainsi que sur la structure de l'exposé. Une fois les présentations de tous les candidats terminées, nos juges se retireront dans une salle virtuelle afin de comptabiliser leurs votes en privé et ils nous reviendront avec un classement final. Alors, les juges pour cette compétition sont au nombre de 4. Il y avait d'abord le professeur Alexandre Brassard qui, par un contretemps technique, ne pourra pas assister à cette compétition. Il est le doyen de la faculté des sciences et des arts de l'Université de Saint-Boniface. Le deuxième juge est le professeur Étienne Legge, professeur au département de biochimie et de génétique médicale à l'Université du Manitoba. Bonjour, monsieur Legge. Bonjour, monsieur Guillat, enchanté. Nous avons notre troisième juge qui est madame Sophie Gaulin, directrice et rédactrice en chef du journal La Liberté. Bonjour, madame Gaulin. Bonjour et bonne chance à tous les candidats. Et enfin, nous avons Marie Lemeunier, directrice de l'Alliance française du Manitoba. Bonjour Marie Lemeunier.
Bonjour à tous et bonne chance aux candidats. Alors merci à tous vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et comme vous le dites, bonne chance non seulement aux candidats, mais aussi à vous pour choisir vos 2 candidats préférés. Alors pour ceux qui veulent se joindre à la conversation en ligne, les tweets et les gazouillis sont encouragés et les hashtags de l'événement sont hashtag MT180, hashtag MT180MB pour Manitoba et @UMGradStudy, UM Manitoba et UST Boniface, comme vous pouvez les voir sur la diapositive. Alors sans plus tarder, je pense que j'ai pris beaucoup plus que 180 secondes pour vous présenter tout cela. Je vais laisser la place à tous les candidats. Place à la compétition et au premier candidat. Alors je voudrais vous présenter notre premier candidat qui est originaire du Mali, qui est arrivé au Canada en 2013. Monsieur Abdoulaye Diarra est un étudiant inscrit en 2e année de master d'immunologie à l'Université du Manitoba. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Saint-Boniface en sciences avec une majeure en microbiologie et en biochimie. Il est le récipiendaire de plusieurs bourses, prix universitaires de Saint-Boniface, l'International Graduate Student Entrance Scholarship de l'Université du Manitoba. Il aime la lecture, il est un joueur invétéré de soccer et a remporté plusieurs trophées avec l'équipe des Rouges de l'Université de Saint-Boniface. Il est intéressé par la conception de médicaments et il m'a confié que l'Université du Manitoba était un endroit propice pour acquérir ce type de connaissances. Alors le titre de sa thèse est le suivant: la chromophaingine régule la voie d'activation du stress et du réticulum endoplasmique et de l'apoptose dans le cadre de la colite ulcéreuse. Bonne chance à vous. Bonsoir. Tout d'abord, je vais commencer avec une petite anecdote. Imaginez aller aux toilettes 5 à 6 fois par jour. Imaginez avoir des douleurs interminables et incessantes. Imaginez avoir une diarrhée incessante, je dis bien incessante. Imaginez avoir une fièvre à tout moment de la journée. Et maintenant, vous, je pose la question. Que pensez-vous de cette qualité de vie? Ceci sont des exemples de symptômes avec lesquels les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin vivent avec quotidiennement. Mais tout d'abord, prenons un pas en arrière. C'est quoi les maladies inflammatoires de l'intestin? Les maladies inflammatoires de l'intestin, y compris la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, sont des états inflammatoires idiopathiques et chroniques qui attaquent notre système gastro-intestinal. Cette condition a un impact énorme sur notre qualité de vie, en raison des symptômes dévastateurs sur l'autre et un fardeau personnel très très lourd. Environ 270 000 Canadiens vivent avec cette maladie. Et le coût financier annuel pour les soins médicaux de cette maladie est estimé à environ à 2 milliards de dollars. Après plusieurs années de recherche, il n'y a toujours pas de médicaments pour cette maladie. Il n'y a toujours pas de remède pour cette maladie. Vous devez vous poser la question maintenant, pourquoi nous n'avons pas de remède? Pourquoi les médicaments qui sont disponibles sur le marché n'arrivent pas à nous soulager complètement? C'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Effectivement, il y a des médicaments. Et la plupart des médicaments qui sont sur le marché ont soit des effets secondaires ou les médicaments anti-inflammatoires ne sont pas les plus efficaces. Mais cependant, il y a toujours de l'espoir quelque part. De nos jours, les cliniciens optent à utiliser des modificateurs du système immunitaire ou thérapie biologique. C'est là où ma thèse entre en jeu. Dans notre laboratoire, nous utilisons une molécule synthétique et biologique appelée la chromophagine. La chromophagine, nous voulons voir les effets de la chromophagine sur notre système immunitaire et plus particulièrement sur les macrophages. Les macrophages, pourquoi? Parce que plusieurs études ont montré que les macrophages sont l'un des causateurs de l'inflammation et des symptômes qu'on voit chez les patients. Jusqu'à date, j'ai pu montrer, avec mes résultats préliminaires, j'ai pu montrer que la chromophagine peut avoir des effets inflammatoires sur ces macrophages, en réduisant l'apoptose et le stress endoplasmique réticulum. En somme, notre idée générale avec cette recherche, c'est d'utiliser et de déterminer les effets anti-inflammatoires de la chromophagine dans un but ultime de développer une nouvelle thérapie qui, 1, pourra soulager nos patients, 2, assurer une meilleure qualité de vie avec les patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Je vous remercie. Merci, M. Diarra, pour cette présentation. Alors, on va laisser un petit peu de temps aux juges afin qu'ils puissent chacun de leur côté attribuer une note à ce premier challenger. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de soutenir M. Diarra. Vous pouvez prendre en photo votre ordinateur, poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag MT180, MT180 Manitoba.
Notre deuxième challenger est mademoiselle Lucie Jessé, originaire de France et inscrite en dernière année de doctorat. Alors pour la petite histoire, mademoiselle Jessé, dans le cadre de son diplôme d'ingénieur, est venue au Manitoba pour un stage de 6 mois en 2014 dans le département de chimie. Puis elle est repartie en France pour soutenir son diplôme. Et elle a trouvé le Manitoba si bien et si beau qu'elle y est revenue en 2015 pour continuer sa formation de recherche à Action Cancer Manitoba sous la direction du professeur Mac Manus. Alors, pour la petite anecdote, malgré les moins 40 en hiver, elle se rend tous les jours en vélo à son laboratoire. Et son prochain objectif avant de quitter le Manitoba, réussir à patiner d'un bout à l'autre de la piste de patin à glace sur la Rivière Rouge cet hiver, soit plus de 10 km. Alors le titre de sa thèse est le suivant: caractériser et exploiter l'instabilité chromosomique induite par la diminution de l'expression du gène USP22 dans le cancer du côlon. À vous, mademoiselle Jessé. Chaque jour, plus de 600 Canadiens apprennent qu'ils ont développé un cancer. Et malgré de nombreuses avancées thérapeutiques, un Canadien sur 4 peut encore s'attendre à succomber à cette maladie. Si le cancer reste si difficile à éradiquer, c'est que essayer de combattre le cancer, c'est un peu comme se battre contre une hydre. Ce monstre mythologique a la capacité de se multiplier et de se régénérer. Si bien que dès qu'on lui coupe une tête, il en repousse 2, qui hurlent, mordent ou crachent du feu. De la même façon, lorsqu'on essaie d'éliminer les cellules cancéreuses, trop souvent, le cancer finit par ressurgir et reformer la tumeur initiale ou de nouvelles tumeurs, les métastases. On sait que cette capacité des cellules cancéreuses à devenir résistantes au traitement et à se multiplier est stimulée par un phénomène appelé instabilité génétique, c'est-à-dire le constant remaniement de l'information génétique qui contrôle les cellules. Par exemple, les chromosomes, ces structures qui contiennent et organisent l'information génétique, sont souvent présents en nombre anormal dans les cellules cancéreuses. Alors que nos cellules saines contiennent chacune exactement 46 chromosomes, ni plus ni moins, les cellules cancéreuses peuvent en perdre ou en gagner. C'est ainsi que les cellules du cancer du côlon peuvent contenir 2 fois plus de chromosomes que les cellules saines. Ces changements perturbent profondément le fonctionnement des cellules et permettent la formation du cancer. De plus, l'instabilité persiste tout au long de la maladie, ce qui crée différents sous-groupes de cellules cancéreuses qui continuent d'accumuler différentes modifications des chromosomes. Les cellules cancéreuses sont donc en évolution constante, ce qui leur permet de devenir résistantes au traitement, de se multiplier, de former des métastases. On comprend donc bien aujourd'hui que l'instabilité chromosomique a des conséquences néfastes. Ce que je cherche maintenant à élucider, c'est quels sont les éléments déclencheurs qui initient ces changements de chromosomes. Pour cela, j'ai créé de nouveaux modèles du cancer du côlon dans lesquels je reproduis les mutations d'un gène appelé USP22. Ces mutations sont fréquentes dans les tumeurs, mais on en ignorait l'effet. J'ai d'abord pu observer que ces mutations induisent bien de l'instabilité chromosomique et je m'attache maintenant à décortiquer comment les mutations altèrent la structure même des chromosomes pour les rendre instables. Pour la suite de ma thèse, je passe de l'observation à l'offensive, puisqu'il est évident que la seule façon d'éliminer toutes les têtes de l'hydre durablement et de s'attaquer au cœur même de la bête, j'essaie d'appliquer la même stratégie pour mieux combattre le cancer. Pour cela, j'utilise mes modèles du cancer du côlon pour identifier les médicaments qui ciblent spécifiquement les mécanismes de l'instabilité chromosomique. En enrayant l'instabilité chromosomique, nous pourrons empêcher le cancer d'évoluer, de se régénérer et de résister à nos traitements pour qu'enfin nous ayons une chance de vaincre ce monstre de manière durable. Merci mademoiselle Jessé pour cette présentation. Alors à nouveau, on va laisser un peu de temps à nos juges afin qu'ils puissent chacun de leur côté attribuer une note à ce deuxième challenger. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir mademoiselle Jessé, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux #MT180, #MT180 ManitobaMB ou le @UMGradStudy, UM Manitoba, UST Saint-Boniface. Prenez des photos, soutenez votre candidat favori. Alors notre troisième challenger est Monsieur Benilde Misero, originaire du Burundi et étudiant en 2e année de master au département de chimie de l'Université du Manitoba. Il a récemment travaillé sous la supervision de l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la chromatographie, le Dr Crokin,
au centre de protéomique manitobain établi ici à l'Université du Manitoba. Alors pendant son temps libre, il aime regarder la télévision et rencontrer ses amis. C'est un joueur de basket accompli et il pratique de la boxe. Attention, monsieur, de ne pas mettre KO vos concurrents. Alors le titre de sa thèse est assez long. Étude du comportement chromatographique des peptides marqués au tandem mass-tag dans divers types de chromatographie dans le but d'une application à la protéomique. Bonne chance à vous. Bonsoir. Alors, moi, je travaille dans l'étude des protéines. Donc, pour étudier les protéines d'une manière très simplifiée, c'est qu'on va prendre des protéines dans nos échantillons, on va les découper dans de petits morceaux qu'on appelle des peptides. Et après avoir découpé dans des petits morceaux qu'on appelle des peptides, on va marquer ces petits morceaux par des étiquettes moléculaires qu'on appelle des TMT. Et après cela, on va mélanger tous nos échantillons ensemble dans un mélange qui est assez complexe. Alors, pour diminuer la complexité de ce mélange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer nos peptides en les faisant passer par une colonne chromatographique qui est un genre de colonne qui contient des molécules auxquelles ces peptides vont se lier de manière différente, donc ils vont être séparés. Après être séparés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les injecter dans un spectromètre de masse qui est un genre de balance à l'échelle atomique ou moléculaire qui va permettre de mesurer la masse selon la charge de ces peptides. Et après avoir mesuré cette masse, il va les briser encore une fois dans de petits morceaux qui vont être encore une fois remesurés pour mesurer ces masses. Et puis, on va utiliser les données qui vont être fournies par ce spectromètre de masse pour retrouver la structure de ces peptides et encore une fois remonter jusqu'à identifier les protéines dans nos échantillons. Et pour pouvoir comparer nos échantillons, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde aux masses des TMT, les étiquettes de TMT dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Et puis, on va utiliser leur intensité pour pouvoir voir la concentration de protéines dans chacune de nos échantillons. Maintenant, si on imagine que nos échantillons étaient, par exemple, de provenance l'une d'une cellule saine et l'autre d'une cellule malade. On peut faire cette étude pour des fins de diagnostic. On peut le faire pour trouver de nouveaux biomarqueurs. On peut le faire aussi dans la recherche contre le cancer et bien d'autres applications. Alors, mais le problème qu'on a dans l'identification des protéines, c'est que souvent on a des faux positifs et on n'est pas assez confident dans notre identification. Alors pour cela, on a recours à la chromatographie parce que le temps que prend cette peptide pour traverser la colonne chromatographique peut être mesuré expérimentalement. Et si on peut mesurer ce temps et le prédire, on peut comparer les valeurs expérimentales avec les valeurs prédites et puis ça peut donner une contrainte supplémentaire pour éliminer les faux positifs et augmenter notre confidence dans l'identification. Donc, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant, mais c'est qu'on n'a pas encore de modèle qui puisse prédire le temps de rétention pour des protéines qui sont marquées au TMT. Et c'est là où moi, j'interviens. Donc, j'ai pu mettre au point 5 modèles différents pour des peptides qui sont marqués au TMT dans 5 différents types de chromatographie. Et cela pourra permettre d'augmenter la confiance et puis aussi d'éliminer des faux positifs pour des protéines et des peptides qui sont marqués au TMT. Je vous remercie. Merci, Monsieur Misero, pour cette présentation. Alors, on va redonner un petit peu de temps aux juges qui puissent noter Monsieur Misero. Je rappelle que ce moment est très important parce que les juges notent la capacité oratoire, la capacité de vulgarisation, mais aussi l'organisation de la présentation. Donc, si vous voulez soutenir Monsieur Misero, direction les réseaux sociaux, #MT180, #MT180 Manitoba ou @UMGradStudy, UM Manitoba, UMST Saint-Boniface. Alors, notre 4e candidate et dernier challenger ne se trouve pas avec nous ici. C'est pourquoi on va la retrouver en ligne car elle va faire sa présentation à distance. Alors, Mademoiselle Manissa Banksy est originaire de l'île Maurice. Elle est étudiante en 2e année de master. Elle est arrivée au Canada en 2013. Elle a beaucoup voyagé avant car elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en Inde. Sa passion pour les sciences médicales et le domaine de la biologie du cancer l'ont amené ici au Canada et plus spécifiquement au Manitoba, car l'objectif de recherche de son superviseur, le docteur McManus, correspondait vraiment à ses intérêts de recherche. Alors, la crise de la Covid lui a fait changer ses loisirs. Elle aimait passer du temps et jouer avec ses amis au badminton et au tennis de table. Mais maintenant, avec la crise, elle préfère préparer ses plats favoris, des gâteaux et
faire du jardinage. Le titre de sa thèse est le suivant: Détermination de l'impact de la diminution de l'expression de RBX1 sur l'instabilité chromosomique dans les cancers. À vous, Manissa. Bonjour. Nous savons que le cancer est une maladie ravageuse. Mais savez-vous qu'au Canada, une personne sur deux sera atteinte d'un cancer un jour? Une personne sur deux. Mais nous espérons que malgré cela, grâce au progrès dans les moyens de dépistage et de traitement, on s'en sortira finalement. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le cancer que j'étudie. Le cancer de l'ovaire, le sous-type haut grade est séreux. Ah, le nom même vous dit que c'est sérieux. Ce sous-type est non seulement la forme la plus agressive et répandue, mais aussi la plus fatale parmi tous les cancers gynécologiques chez la femme. Et la raison derrière, c'est qu'il n'existe aucun moyen de dépistage et la plupart des femmes sont diagnostiquées à un stade avancé où les traitements sont limités et même inefficaces. Et si vous me demandez pourquoi, c'est parce qu'on ne sait même pas comment ce type de cancer se développe vraiment. Et voilà l'objectif de ma thèse, qui est d'identifier les étapes précoces qui mènent à ce type de cancer. Et la star de ma thèse est RBX1. C'est un gène dont l'expression se trouve réduite chez plus de 80% des femmes atteintes de ce type de cancer. Alors, la question se pose, est-ce que ce gène joue vraiment un rôle important dans l'initiation de cette maladie? Alors, pour répondre à cette question, je me suis dirigée vers les cellules d'origine de ce cancer. Et vous serez très surpris de savoir que le point de départ n'est pas la surface de l'ovaire. Le point de départ, c'est les cellules de la trompe utérine. Et la tumeur se forme vraiment de ces cellules et qui par la suite s'infiltrent et s'installent dans l'ovaire. Et comme vous pouvez imaginer, ces cellules de la trompe utérine ont réussi à tromper les scientifiques pendant plusieurs années à croire que la surface de l'ovaire était à l'origine de la maladie. Alors, pour en savoir plus au laboratoire, j'ai utilisé les cellules normales de la trompe utérine et grâce à l'aide des ciseaux génétiques qu'on appelle le CRISPR-Cas9, je les ai génétiquement modifiées afin qu'elles aient le gène RBX1 diminué. Juste pour récapituler ce qu'on voit chez les patientes. Alors, j'ai créé des clones que j'ai ensuite étudié des caractéristiques cancéreuses. Et lorsque j'ai multiplié les populations clonales pendant plusieurs générations, j'ai remarqué des changements dramatiques et perpétuels dans le nombre des chromosomes et aussi dans leur morphologie en général. Et c'est un phénomène qui se trouve dans presque tous les cancers. Et ces études indiquent que RBX1 joue un rôle important dans les étapes précoces qui mènent à ce type de cancer. Et c'est une étape vers mieux comprendre la biologie du cancer et donc ce qui est indispensable pour nous de trouver une thérapie plus ciblée. Merci beaucoup pour votre attention. Alors merci Mademoiselle Banksy pour ces 180 secondes que vous avez passées avec nous et ceci malgré l'éloignement. Alors on va donner un petit temps de pause au juge pour qu'il puisse noter Mademoiselle Banksy. Si vous voulez, vous pouvez la soutenir sur les réseaux sociaux. Cela se passe sur le hashtag MT180, MT180 Manitoba, @UMGradStudy, UM Manitoba, UST Boniface. Voilà, maintenant, on va demander à l'assistant technique de mettre en relation tous les juges dans une salle virtuelle afin qu'ils puissent délibérer et nous annoncer dans quelques minutes les deux vainqueurs. Nous voici de retour pour le moment tant attendu, la révélation du classement. Alors pour vous dire, moi-même en tant que maître de cérémonie, je suis un peu fébrile et les juges m'ont dit que ça a pris beaucoup de temps parce que tous les candidats étaient à peu près au même niveau, donc c'était très difficile de les départager. Alors,
Commençons par la deuxième place, le deuxième prix du jury, sponsorisé par l'ambassade de France au Canada et le consulat honoraire de France à Winnipeg. Le prix de $300 ainsi qu'un casque sans fil offert par le journal La Liberté est attribué à Lucille Josset. Merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir ce prix et je remercie au jury pour leur temps aujourd'hui. Merci Lucille. Lucille a fait un travail formidable de vulgarisation et sa capacité oratoire est phénoménale. Pour ce qui est maintenant du premier prix, alors là, moment très intense ici, qui va être le récipiendaire du premier prix des $400 sponsorisés par l'Université de Saint-Boniface, d'un casque sans fil offert par le journal La Liberté et d'un abonnement d'1 an à l'Alliance française. Suspense, je prends ma carte et je découvre le nom avec vous. Monsieur Abdoulaye Diarra. Merci infiniment pour ce prix. Merci à tous les jurys qui m'ont suivi. Et vraiment, je suis vraiment enchanté d'avoir ça aujourd'hui. Merci. Alors, avant de terminer et de refermer cet événement, je voudrais à nouveau remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative ici au Manitoba. L'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface, l'ACFA Manitoba, l'Alliance française, le Journal La Liberté, le Théâtre Le Cercle Molière, Radio-Canada ici Manitoba, le Secrétariat aux affaires francophones du Québec, l'ambassade de France au Canada et le consulat honoraire de France à Winnipeg, ainsi que Hydro-Québec et l'ACFA. Je voudrais aussi remercier nos juges, le professeur Legge, Madame Gaulin de La Liberté, Madame Lemeunier de l'Alliance française, ainsi que l'équipe technique et administrative de l'Université du Manitoba et de Saint-Boniface, Judy, Tammy, Luc, Chris, Josh, Madame Philibert, le professeur Noël qui est le responsable de l'ACFA Manitoba, ainsi que pour terminer, la professeure Louise Simard, doyenne par intérim des études supérieures graduées de l'Université du Manitoba, sans qui rien n'aurait été possible et qui nous a soutenus dès le début de l'aventure, il y a de cela plus de 18 mois. Merci, merci à vous tous. Alors voilà. C'en est terminé de cette première compétition de ma thèse en 180 secondes au Manitoba. Je vous propose de suivre notre gagnante qui va représenter le Manitoba et qui est mademoiselle Lucille Josset. Regardez sa présentation lors de la finale nationale qui aura lieu en ligne le 19 novembre 2020. Et nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle compétition qui, je suis certain, sera des plus excitantes et peut-être à laquelle vous aurez l'honneur de participer en personne si vous vivez ici au Manitoba. Au revoir et à bientôt.